C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette nouvelle attaque au Burkina Faso, 2 embuscades ont fait au moins 10 morts à Pensa, au nord de Ouagadougou. Au moins 10 personnes ont été tuées, le maire de la commune, 6 soldats et 3 volontaires. De passage à Paris, Khalid Aussi, notre correspondant dans le pays, était avec nous sur ce plateau. Décryptage dans un instant. Le démenti du gouvernement camerounais, Yaoundé n'aurait pas entamé des négociations avec les séparatistes du Cameroun anglophone. C'est pourtant ce qu'affirme Sisikou Julius Ayuk-Tabé, le leader séparatiste de l'Ambazonie. Les précisions de notre correspondant dans ce journal. Enfin, nous irons au Sénégal. Nous vous ferons découvrir ces lieux touristiques que les Sénégalais avaient parfois tendance à bouder au profit de voyages à l'étranger. Aujourd'hui, à cause ou grâce à la pandémie du Covid-19, les Sénégalais redécouvrent leur pays au grand bonheur du secteur touristique qui souffre de la crise sanitaire. Reportage à suivre dans ce journal. 10 morts dans 2 embuscades au Burkina Faso. Ça s'est passé à Pensa, au nord de Ouagadougou. Une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. Notre correspondant dans le pays est de passage à Paris et il était avec nous sur ce plateau tout à l'heure. Écoutez son analyse. Se rendait à une réunion de maires dans la ville de Kaya. Le véhicule du maire de Pensa est tombé dans une embuscade sur l'axe routier Pensa-Barça-Logo. À la suite de quoi les volontaires, il était escorté par des volontaires, pardon. À la suite de quoi, aux alentours de 16 h, des forces armées burkinabées ont effectué une opération de ratissage sur la même zone. Et ces mêmes forces de sécurité burkinabées ont été aussi victimes d'une embuscade qui a fait 9 morts, 6 parmi les forces armées burkinabées, 3 parmi les volontaires pour la partie. Et au total, c'était 10 morts, plus le maire de Pensa. Ils ont donc été piégés. Vous êtes correspondant depuis 2016 au Burkina Faso. Est-ce que vous constatez la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays? Oui, il est clair que depuis 5 ans, la sécurité s'est dégradée au Burkina Faso. Ça a commencé dans la région nord du pays, dans la région du Soum, et ça s'est étalé dans la région est du pays. Figurez-vous que depuis le début de l'année 2019, au moins 1 million de déplacés internes sont recensés au Burkina Faso selon l'UNICEF. Alors Khalidou, au-delà de ce contexte sécuritaire difficile, l'armée est accusée d'exactions contre les civils. Oui, plusieurs organisations de droits de l'homme comme Human Rights Watch ont épinglé les autorités burkinabées car l'armée est souvent accusée d'exactions envers des populations civiles, principalement dans le nord du pays, dans la région du Soum. Et ces populations sont souvent de l'ethnie Peul. D'ailleurs, lors du dernier sommet du G5 Sahel à Nouakchott en Mauritanie, le président Emmanuel Macron, au-delà des autocongratulations sur les supposées victoires des forces de coalition Barkhane, il a déclaré que les populations Peul sont les ennemis de personne et il encourage les chefs d'État du G5 Sahel à enrayer tous les amalgames. C'est la première fois que Emmanuel Macron ou qu'un chef d'État nomme ethniquement une population. D'habitude, on a l'habitude que les présidents des pays du G5 Sahel disent qu'aucune communauté ne sont stigmatisées. Macron a jeté un pavé dans la mare au président des pays du G5 Sahel de le saisir. Y a-t-il, oui ou non, des négociations entre le gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones? C'est ce qu'a affirmé Sisikou Ayuk-Tabé, le leader séparatiste. Mais les autorités camerounaises démentent en déclarant, je cite, « Ce n'est pas conforme à la réalité ». La correspondance de Marcel Amoko à Yaoundé. L'information sur la tenue le 2 juillet de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité, a écrit le ministre camerounais de la Communication qui demande donc la tenue de toute discussion entre une délégation conduite par Sisikou Ayuk-Tabé, le président autoproclamé de la République virtuelle d'Ambazonie et des représentants du gouvernement camerounais. Des discussions visant à jeter les bases d'éventuelles négociations entre les deux parties pour mettre fin à la guerre qui déchire les 2 régions anglophones du Cameroun depuis maintenant près de 4 ans. Une subtilité de langage qui ne nie pas des contacts et même des discussions entre les séparatistes et les représentants du gouvernement camerounais. Des séparatistes qui, eux, confirment la tenue de la rencontre du 2 juillet dernier. Un pas dans la bonne direction pour Christopher Fomunio, un anglophone qui suit de près cette crise au sein du NDI, le National Democratic Institute basé à Washington.
C'est une petite avancée dans un processus qui devra être très inclusif avec tous les acteurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays. De même que la libération de tous les prisonniers et des personnes en détention dans le cadre de cette crise. Donc c'est un pas important, mais un premier pas d'un long processus qui doit être mis en place le plus rapidement possible pour mettre fin à la crise et ramener la paix. Cette discussion préliminaire marque un tournant dans la position du gouvernement camerounais qui jusque-là s'était dit officiellement fermement opposé à toute négociation avec les séparatistes armés pour résoudre ce conflit dans les régions anglophones du Cameroun qui a déjà fait au moins 3000 morts et des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés. Ces violences policières au Kenya, la police a tiré mardi des gaz lacrymogènes contre des manifestants qui dénonçaient les brutalités policières à Nairobi, la capitale. Des dizaines de personnes ont été arrêtées pour avoir violé une interdiction des rassemblements publics imposés dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Écoutez cette manifestante qui a perdu un enfant dans une opération policière. Manifester est un droit et nous sommes ici pour montrer que nous sommes fatigués de la brutalité policière. Nous sommes fatigués de ce système judiciaire si faible qui ne nous respecte pas. Nous voulons que la justice soit faite pour les victimes d'exécutions extrajudiciaires. Nous voulons que notre pays, le Kenya, nous soit rendu. Notre peuple doit vivre librement. Nous ne sommes pas des esclaves. Nos enfants ne doivent pas vivre dans la peur, ni craindre leur avenir. J'ai perdu ma fille dans une opération de police et j'ai besoin que justice soit faite. Sur le continent, de nombreux écoliers ont repris le chemin de l'école, pas au Kenya. Là-bas, les élèves devront prendre leur mal en patience. Le retour n'est prévu qu'en 2021, une année blanche qu'il faudra refaire. Les détails avec notre correspondant Bastien Renouille. La décision concerne les élèves des écoles maternelles, primaires, mais aussi des collèges et des lycées. Ils ne retourneront pas à l'école au mois de septembre comme c'était initialement prévu. C'est une année blanche ici au Kenya. Les examens de fin d'année sont annulés. Tous ces élèves vont devoir redoubler. Seules les universités pourront rouvrir progressivement à partir du mois de septembre. Alors pourquoi une telle décision de la part du ministre de l'Éducation ? Bien tout simplement pour éviter une propagation plus rapide de l'épidémie alors que le coronavirus se répand de jour en jour ici au Kenya. Du côté des parents d'élèves, c'est la déception, une certaine frustration. Les gagnent même beaucoup espérer que leurs enfants puissent enfin retourner à l'école après près de 4 mois sans avoir accès à des cours. Seuls les élèves d'écoles privées ont pu avoir accès à des cours en ligne, en direct, via des applications de discussion sur Internet. Mais la majorité des élèves ici au Kenya n'ont pas eu accès aux ressources mises en ligne par le gouvernement sur Internet ou encore à la télévision ou à la radio. Il leur faudra donc attendre au minimum le mois de janvier 2021 pour retrouver les chemins de l'école. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, la flambée des cas de coronavirus en Algérie, la situation sanitaire est très inquiétante. Les autorités ont ordonné le reconfinement de 18 communes de la wilaya de Sétif, troisième wilaya la plus touchée du pays par la pandémie, après Blida et Alger, la capitale. L'état d'urgence sanitaire de nouveau prolongé pour 15 jours en République démocratique du Congo. C'est la 6e fois que le Parlement vote cette prolongation depuis le mois de mars. Le pays a depuis enregistré 7432 cas, dont 182 décès. 11 soignants zimbabwéens arrêtés lundi lors d'une manifestation devant un hôpital d'Harare ont été inculpés et remis en liberté sous caution par la justice. Ils réclamaient des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Ils seront jugés pour avoir violé les mesures de prévention contre le Covid-19 en participant à un rassemblement non autorisé. Les vacances post-pandémie, ça va être du chacun chez soi dans de nombreux pays. C'est le cas au Sénégal. En attendant le retour des touristes étrangers, les Sénégalais optent pour des vacances chez eux. L'occasion pour eux de découvrir ou redécouvrir leur pays. Une aubaine pour le secteur touristique qui est mise à mal par la crise sanitaire. Reportage signé Sarah Sako et Eliman Dao. Après 3 mois essentiellement confinés à domicile, la famille Diallo s'autorise de nouveau des escapades. Ce samedi, elle se rend à une 60aine de kilomètres au sud de la capitale, à l'assaut des baobabs de ce parc d'attractions. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces Dakarois qui, d'ordinaire, rentrent pour les vacances scolaires en France, où réside une partie de leur famille. On a décidé que pour cette fois-ci, on allait attendre vraiment de voir comment ça se passe, que les frontières ouvrent bien, que les billets d'avion soient moins chers parce que malheureusement les sociétés, les compagnies aériennes se rattrapent sur le prix. Et le pays a des choses à offrir, donc autant
autant rester sur place et en profiter au maximum. Une philosophie qui pourrait devenir une aubaine pour les opérateurs du secteur touristique sévèrement touchés par la crise sanitaire. Au Lac Rose, à une trentaine de kilomètres de Dakar, les tours opérateurs ont dû se passer des touristes étrangers. Avec une formule attractive, une trentaine d'euros par jour, Maguette Nyang a réussi à redémarrer son activité avec une clientèle locale. Après le corona, c'est notre première activité et après ça, on va faire d'autres activités. On va aller aux îles du Saloum, à Saint-Louis et tout ça, et encore plus faire découvrir les locaux, le pays, notre pays, le Sénégal. Le consommé local touristique peut-il devenir une tendance? C'est ce qu'espère l'agence sénégalaise de promotion touristique. L'institution compte sur la préférence nationale pour relancer le secteur. Nous avons bon espoir, compte tenu de la mobilisation de la jeunesse, en particulier dans les réseaux sociaux, où tout le monde y va de montrer son selfie, son expérience touristique dans tel territoire. L'enjeu est de taille. Selon l'agence, le tourisme a enregistré une baisse de 70% depuis mars dernier, comparé à la même période en 2019. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.